France Maghreb 2. L'émission de référence à la radio à 7h06, ça s'appelle Le Grand Forum. C'est sur France Maghreb 2, 16h, 18h. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour ce vendredi, cette dernière de la semaine. Avant, pour certains et certaines qui peut-être s'apprêtent à partir en vacances, auquel cas, eh bien, bonnes vacances d'abord. Et puis n'oubliez pas d'emmener avec vous en téléchargeant l'application France Maghreb 2. Ainsi, restez connectés parce que nous sommes là encore tout le mois de juillet pour vous accompagner, pour tenter de décrypter une actualité quand même assez chaude, va-t-on dire. Avec, pour commencer cette émission, et avant de parler foot tout à l'heure, avec Nordine Salhi, pour parler, faire le bilan, tout à fait calmement, de ce premier tour du mondial et en particulier des équipes africaines. Il n'en reste pas, c'est une première, je le disais, depuis 1982. Pour parler de ce rapport de la police des polices, j'ai contacté notre ami Youssef Brakni, faisant partie du comité Adama, mais aussi membre de l'équipe LGF. Youssef, bonsoir. Bonsoir Christophe, comment ça va? Ça va très bien Youssef. Avant que l'on parle de ce rapport donc de la police des polices qui donne des chiffres très précis finalement sur le nombre de tués d'une part la police dû à des interpellations, notamment au niveau des blessés, je voulais juste il y a quelques instants il était normal de parler de ce 16e anniversaire de la disparition d'un président algérien en poste assassiné à la télévision en plein direct en 1992 à 11h35 pour être précis, à la Maison des Cultures de Annaba. Youssef, je suppose que c'est une actualité sur laquelle tu as un petit peu travaillé, tu as cherché à comprendre. Aujourd'hui, moi ça m'avait marqué parce que j'étais en Algérie à ce moment-là et en Algérie je me souviens, j'étais petit mais je me souviens très bien comme si c'était hier parce que ça avait choqué partout, quoi. J'étais dans ma Kabylie natale, ça avait énormément choqué, ça nous avait choqué. Moi, je me souviens que mon père me disait que là c'est le début du chaos, quoi, et qu'on allait devoir sûrement partir en France du coup. Et l'année d'après, on était en France en 1993. Et voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'a toujours marqué tout au long de ma vie, quoi. Et j'ai toujours cherché à comprendre les raisons de cet assassinat et puis les raisons du chaos, surtout en Algérie. Et ça a fait vraiment partie, je pense, de ma politisation, quoi, de mon processus de politisation qui a fait que je suis devenu militant. Ouais, comme quoi. Forcément, ça a des racines, tout ça. Youssef, Est-ce qu'aujourd'hui on connaît un petit peu la vérité? Est-ce qu'on a des noms? Est-ce qu'on a des pistes sur ceux qui ont assassiné le président? Alors, tant que le régime sera aussi verrouillé, fermé, tenu comme il l'est aujourd'hui, c'est un régime algérien, c'est un régime vraiment, c'est un régime complètement opaque. Enfin, on saura pas dans l'immédiat la vérité, mais après, on sait tout ce qui s'est passé. En tout cas, le fils de Mohamed Boudiaf lui accuse, hein. Ouais, la fille de Mohamed Boudiaf, son beau-frère aussi qui était à ses côtés, juste à droite, il me semble, si je me souviens bien, qui était choqué, quoi. Et donc oui, ils accusent le régime, ceux-là même qui l'ont ramené de son exil du Maroc. Et puis surtout, Boudiaf, il est parti quand même des 5 de la révolution algérienne, des 5 du FLN qui ont lancé la révolution algérienne le 1er novembre 1954. Et c'est sûr que les responsables seront trouvés du côté d'une partie du régime, ça c'est évident. Et avoir des noms précis, c'est l'ordre de l'impossible aujourd'hui. Et puis de toute façon, sa mort est liée à ce qu'on appelle la décennie noire, les années de plomb de la guerre civile algérienne, plus de 200 000 morts. Et réouvrir aujourd'hui ce dossier, c'est réouvrir, à mon avis, c'est un risque d'un chaos. Parce que je pense qu'à mon avis, les responsables sont toujours en place, ils sont toujours au pouvoir. Et surtout que voilà, quoi, on se souvient tous du fameux discours de Boudiaf sur la corruption, où il avait dit que même 1 euro volé, enfin 1 euro, à l'époque c'était 1 franc volé serait rendu au peuple algérien. Et il avait lancé, on se souvient, des enquêtes en Suisse, un peu partout en France, etc., sur des comptes appartenant à des dignitaires du régime. Mais il disait lui-même dans un discours qu'il avait découvert des choses hallucinantes, quoi, avec des détournements de fonds de grande ampleur, etc., alors que le pays vivait une crise économique qui avait commencé dans les années 80 et qui avait, on s'en souvient, fait débuter le printemps algérien bien avant les pays arabes, bien avant celui du printemps de 2011, du printemps arabe de 2011. Donc moi je pense que pendant quelques années encore, ça restera secret. Est-ce que c'est vrai que parmi ceux qui parlent de Boudiaf, il suscitait l'espoir auprès du peuple algérien quand il est arrivé au pouvoir? Déjà, Boudiaf, lui, il avait un discours, il avait une ligne politique qui était celle de veiller sur la jeunesse. La jeunesse qui composait déjà à l'époque et encore aujourd'hui l'écrasante majorité de la population algérienne. Une jeunesse qui était complètement laissée à l'abandon, désœuvrée, sans emploi, un taux de chômage vraiment hallucinant. Et donc lui, il avait décidé de miser tout sur la jeunesse, sur l'enseignement supérieur,
voilà, la formation, etc. Et oui, clairement, ici c'était l'espoir. Comme je dis tout à l'heure, moi je me souviens que ça a été une catastrophe. En tout cas, de Kabylie, ça a été vu comme une catastrophe et comme voilà la fermeture définitive de tout espoir de changement en Algérie. Clairement. Bon, alors on va revenir maintenant à ce pourquoi je t'ai contacté, mon cher Youssef, parce que j'ai eu écho, nous avons tous eu écho de ce rapport de la police des police qui a remis donc un rapport. D'ailleurs, première question, est-ce que c'est une première ce rapport? Oui, c'est une première. C'est une première parce que l'IGPN a décidé maintenant de comptabiliser les morts. Et ça, c'était une revendication depuis des années et des années des milieux militants. Alors, ça veut pas dire qu'il y a plus de morts aujourd'hui. Alors, c'est vrai que l'année 2017 a été un record. Ouais. Mais en fait, ça a toujours existé. Ça fait 40 ans qu'il y a des crimes et des violences policières. Ça fait 40 ans qu'on dénonce ça. D'autres militants, nos aînés des luttes de l'immigration, ont toujours dénoncé cela, ont toujours milité contre les crimes policiers. Ça a toujours été une constante des luttes de l'immigration. C'est pas parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup, parce qu'aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui il y a une focale, il y a les caméras qui sont braquées dessus. Et pendant des années, nos aînés se sont battus dans l'anonymat le plus total. Je pense par exemple au mouvement de l'immigration et des banlieues, le MIB, qui est le plus connu, qui s'est battu tout au long des années 90 contre les crimes policiers et qui l'ont fait dans l'anonymat, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait personne qui s'intéressait à cette question. Au contraire, même, c'était un tabou. Et c'était les seuls qui ont vraiment galéré pendant toutes ces années. Et nous, clairement, on s'inscrit dans cet héritage-là, en tout cas au comité Adama, on s'inscrit dans cet héritage-là des luttes. Et donc, ça a été une pression qui a été faite. Et donc, maintenant, voilà, enfin, on a ce rapport. Maintenant, ça va être comptabilisé. Donc là, c'est le premier rapport qui vient de tomber. Et donc, on a vu ce chiffre effarant. Voilà, on a une explosion des morts, 14 pour une année, pour l'année 2017, 14 tués par la police. Ça fait plus d'un par mois, ça. Ce qui est intéressant dans ce rapport, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une explosion des personnes tuées par arme à feu. Oui. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu, je sais pas si vous vous en souvenez, sous le mandat d'Hollande, à la fin du mandat d'Hollande, une pression des policiers. Il y avait des manifestations de policiers, je sais pas si vous vous en souvenez, cagoulés la nuit. Oui, absolument. Dans plein Paris, qui demandaient que soit inscrit dans la loi la légitime défense. Et que donc, en prenant prétexte des attentats terroristes, etc., de la vague des attentats terroristes qu'a connu la France, en vrai, depuis Sarkozy et qui s'est poursuivi sur Hollande, en fait, les policiers ont demandé, du coup, que, voilà, quand ils tirent, voilà, que ça soit considéré comme la légitime défense. Et du coup, ça fermait la porte à toute condamnation des policiers, à chaque fois qu'ils utilisaient leurs armes. Et ça, en fait, c'est ce qui explique cette explosion des tués par arme à feu. Les policiers se sentent impunis. Les policiers, et tout ça a été accordé, évidemment, sous pression, et les policiers, du coup, se sentent permis de pouvoir utiliser leurs armes sans être inquiétés parce qu'ils pourront toujours invoquer la légitime défense à chaque fois. On se souvient de la grande affaire qui a été très médiatisée grâce au travail d'Amal Bentounsi, qui est la sœur de Amin Bentounsi, qui a été tuée en 2012 par un policier d'une balle dans le dos. J'ai assisté au procès, j'ai évidemment suivi toute cette lutte du début jusqu'à la fin. Ouais. Et tout l'argumentaire déjà de la police, avant même d'ailleurs que soit adoptée cette loi, ça a été la légitime défense. Donc il y avait tout un débat des experts pour savoir si Amin Bentounsi avait eu le temps de pouvoir se retourner et ça se jouait sur une fraction de seconde. Est-ce que son épaule, à un moment donné, présentait une menace parce qu'il avait le temps de se retourner et de présenter une menace au policier qui l'a abattu sommairement d'une balle dans le dos. Et bon, évidemment, vous connaissez le verdict, il a été condamné. Évidemment, la cour et les jurés ont considéré que non, il n'était pas en légitime défense et que du coup, il l'avait abattu, alors qu'il ne présentait aucune menace. C'est une première d'ailleurs, cette condamnation. Comment? C'est une première, cette condamnation. Non, il y avait déjà eu des policiers condamnés à du sursis, mais bon, c'est vraiment rare. Voilà, alors, est-ce qu'on peut dire clairement, au vu de ce rapport, Youssef, qui est intéressant et riche en enseignements, on rappelle donc ces 14 tués. Ça, c'est au cours d'interventions policières, donc des citoyens qui se sont fait tuer par la police française. On peut aussi parler de ces une centaine de blessés, c'est ce que révèle ce rapport aussi, avec une incapacité de 8 jours d'ITT quand même, à chaque fois 100 blessés, 14 morts. Est-ce qu'on peut dire clairement aujourd'hui, sans trop se cacher, que la police française assassine? Ah oui, non, mais la police française, il y a un très gros problème avec la police française. C'est quand même, il y a très peu de pays dits démocratiques où il y a autant de morts par la police, faut le savoir. Quand on regarde les autres pays européens, les autres pays frontaliers, on n'arrive pas à ces chiffres. Je sais pas, on prend l'Allemagne, on prend la Belgique, on n'arrive pas à ces chiffres. Il faut savoir que la police française mutile beaucoup. Il faut savoir qu'il y a énormément, il y a une association qui s'appelle l'Assemblée des blessés, où on a des jeunes, même des lycéens très jeunes. Il y en a un, je pense, à Montreuil, qui a perdu quand même son œil à cause d'un flashball. On a là aujourd'hui se tient un procès jusqu'au 6 juillet au TGI de Paris. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs, ceux qui peuvent aller soutenir cette famille, la famille Kébé. On a la mère
qui est venu défendre son fils qui est en train de se faire brutaliser dans une ville en Seine-Saint-Denis, je crois que c'est Aubervilliers, je me souviens plus de la ville exactement, et elle a perdu l'usage de son œil. Aujourd'hui, on a une mère, aujourd'hui, les photos sont impressionnantes, elle a plus qu'un seul œil, parce qu'elle a pris une grenade de désinfectement dans les yeux. On a aussi ce jeune à Notre-Dame-des-Landes qui s'est retrouvé avec une main en moins. On a Robin, militant qui soutient le comité Adama à Bure, je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a toute une mobilisation autour d'un site où ils veulent enterrer, vous savez, les déchets nucléaires, etc. Et évidemment, la population se mobilise parce qu'ils sont contre, parce qu'on n'est pas du tout sûr des conséquences d'enterrer des déchets radioactifs comme ça dans la nature. Eh bien, sont pareil, le pied complètement déchiqueté par une grenade. Et ça, c'est aussi impressionnant, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire des vies complètement gâchées, des souffrances qui durent, qui ne s'arrêtent pas. Et ça, c'est très important. Et moi, ce que je tiens à souligner, c'est que voilà, le travail militant paye. Si aujourd'hui on a des chiffres officiels de la police des polices, si aujourd'hui on a ce rapport qui sort, ben ça c'est grâce à toute la pression, toutes les mobilisations que les militants contre les violences policières ont pu faire. Et souvent on dit que ça sert à rien de se mobiliser, la police est trop puissante, etc. Bah non, on voit quand même qu'il y a des résultats. Là, le prochain objectif, ce qu'on aimerait, c'est deux choses. C'est la première, c'est que déjà que quand il y a des enquêtes sur des policiers qui commettent des crimes ou des violences, bah, que ce ne soit pas la police qui enquête sur d'autres policiers. Parce qu'il faut savoir que les GPN, c'est des policiers. Ça devrait être un organe indépendant, qui a une instance indépendante, qui puisse, sur lequel les citoyens puissent avoir un contrôle, qui puisse enquêter sur les policiers. Ça, c'est pas normal que la police enquête sur la police. Il faut savoir que les GPN, c'est juste des anciens policiers. Hein. Oui, bien sûr. C'est juste ça. Hein. Ouais. Et ça, c'est pas normal. Il faudrait une commission indépendante, il faudrait des instances indépendantes qui peuvent enquêter sur ces policiers. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi les morts dues à des techniques d'immobilisation qui entraînent la mort dans la plupart des cas. C'est les fameuses techniques qu'on appelle le plaquage ventral ou alors le pliage. Donc ce sont ces techniques, par exemple, qui ont conduit à la mort d'Adama Traoré. Ou encore plus récemment, on a vu avec la Cour européenne des droits de l'homme d'Ali Ziri. Donc la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour la mort d'Ali Ziri, qui avait été littéralement plié par les policiers. Donc je rappelle, c'est un retraité de 71 ans, donc voilà, de 69 ans, qui a été plié et roué de coups. Et en fait, ces techniques d'immobilisation étouffent, asphyxient. Hein, on l'a vu, la célèbre vidéo malheureusement d'Edward Garner à New York qui disait j'arrive plus à respirer, I can't breathe, et il avait été étouffé jusqu'à la mort. Et ben Adama c'était la même chose, il disait aux gendarmes je n'arrive plus à respirer, il le répétait j'arrive plus à respirer. Et les gendarmes ont quand même continué, ils étaient 3 militaires sur lui à pratiquer ce plaquage ventral et tout simplement asphyxier Adama. Et évidemment voilà, on connaît la suite, il en est mort. Donc voilà, c'est ces deux choses-là que nous on réclame. Ouais. Et là c'est un début. C'est un début. Ce rapport, on le rappelle, ceux qui nous rejoignent, donc la police des polices qui a effectivement sorti ce rapport, dans lequel il est révélé que il y a eu 14 tués au cours de l'année 2017, soit plus d'un par mois, une centaine de blessés avec une incapacité de plus de 8 jours d'ITT à chaque fois. 4 se sont d'ailleurs suicidés. Voilà, ça c'est des chiffres donc qui sont émises par la police des polices sur les interventions policières. Et ce rapport révèle, et tu l'as bien justifié et dit, rappelé Youssef, que il y a une forte augmentation d'utilisation des armes, d'armes, propulsion électrique, voilà, pas moins de 380 fois utilisées donc les armes au cours de l'année 2017. Oui. Donc voilà, là ce sont des chiffres qui sont pas inventés ni par Youssef ni par moi, ce sont des chiffres qui sont marqués dans ce rapport de la police des polices. On peut peut-être même imaginer que ces chiffres ont été un peu minimisés, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ils existent, ils sont là et il va être difficile de les contredire aujourd'hui. Voilà, et pour une fois, effectivement, comme tu le dis, on pourra pas dire que c'est des militants, parce que ça, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les militants pendant des années, ils n'ont pas arrêté de dire qu'il y avait des organes indépendants de militants qui faisaient des comptages. Et dans les années, on disait c'est exagéré, non, il faut arrêter. Bon, là, au moins, c'est officiel. C'est officiel, voilà. Ça vient de la police, directement. Voilà, on pourra pas nous accuser de partialité. Bon, en tout cas, je souhaitais en parler avec toi, Youssef. Tu vas venir nous voir, je crois, la semaine prochaine, et on aura l'occasion de parler de cette grande marche mobilisation qui se prépare le 21 juillet du côté de Beaumont pour Adama Traoré. C'est quoi? Ça va être le 2e anniversaire de sa mort? Voilà, deuxième anniversaire de sa mort, 2e année de lutte. 2e année de lutte, bien sûr, avec une famille qui a été plus que, comment dire, je subis un acharnement. On rappelle Adama Traoré, enfin la famille Traoré, c'est un mort et 4 frères en prison, quoi. Bah là, il y a un 5e. Depuis 3 semaines maintenant, il y a un 5e qui a été condamné.
Donc un mort, 5 fils 5 en prison. Voilà. Imaginez-vous dans quel état peut se trouver la maman. Ouais. Très très dur. Ouais. Mais bon, voilà, on lâchera pas, c'est des intimidations, il faut pas lâcher, la famille ne lâchera pas, le comité ne lâchera pas, jusqu'à obtenir justice. Merci Youssef. Merci à toi. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà. Salut. Je souhaitais qu'on en parle parce que c'est important et puis c'est pas le genre d'information qu'on va traiter chez nos confrères, c'est sûr. Voilà. Donc il fallait que ça se sache. Ce rapport existe, vous pouvez le consulter. Bien sûr, je suppose que nos amis de la rédaction vont peut-être le mettre donc sur le Facebook de la radio France Maghreb 2 parce que il est important, il est parlant, il indique clairement des chiffres que les militants comme Youssef Brakni mais bien d'autres bien sûr dénoncent depuis de nombreuses années. Ils sont là maintenant et c'est le fruit d'une mobilisation qui a mené donc à ce rapport. Voilà, 14 tués au cours de l'année 2017, c'est quand même un chiffre effarant. Alors, dans l'actualité aussi, bien sûr aujourd'hui, le soleil n'était pas loin de se lever quand les dirigeants européens sont allés se coucher eux. 9 heures de discussion tendue pour parvenir enfin au petit matin à un accord sur l'accueil des réfugiés au Conseil européen de Bruxelles. Les demandes italiennes ont été en partie entendues. L'Europe va renforcer ses frontières extérieures. Des centres de tri de migrants devraient être installés en dehors de l'Union européenne. Un accord encore flou, mais qui satisfait en tout cas l'Italie. Elle avait menacé de tout bloquer. Pour le coup, ça reste flou. Un accord trouvé qui reste, je le précise et rappelle à toutes fins utiles, provisoire. Dans l'actualité, tiens, pour jour sur ce même sujet, c'est un sondage d'ailleurs Odoxa publié ce matin par le journal Le Figaro. 6 Français sur 10 estiment que la France accueille trop de migrants. 10% seulement des personnes interrogées estiment qu'elle n'en accueille pas assez. Sondage publié donc dans Le Figaro. En France, François Molins, vous savez ce fameux procureur qui revient à chaque fois quand notamment il y a des attentats ou qu'il y a une suspicion d'attentat, ou quand il y a des arrestations de personnes issues d'Afrique du Nord ou je ne sais quoi d'ailleurs, mais s'exprime régulièrement, mais ne s'exprime pas en tout cas quand il s'agit de personnes d'extrémistes de droite qui s'apprêtaient à commettre des attentats contre la communauté musulmane et qui s'apprêtait également à empoisonner la nourriture halal. C'est ce que l'on a appris à l'issue de cette enquête. 4 parmi les 10 arrêtés sont incarcérés. 4, voilà. Eh bien, ce fameux François Molins, le procureur de Paris, pourrait être nommé procureur général auprès de la Cour de cassation. C'est le plus haut poste de magistrat en France, proposition du ministère de la Justice. Info que je vous glisse au passage. Une nouvelle condamnation, tiens, ça se passe du côté du Maroc cette fois-ci, dans le cadre des procès de la contestation de la région du Rif. Après les condamnations, vous le savez, jusqu'à 20 ans de prison de certains militants, dont le leader Nasser Zafzafi. Hier, c'est un journaliste qui a été copé de 3 ans de prison. Il a été jugé coupable de non-dénonciation d'un crime commis contre la sécurité de l'État. Il avait en fait eu une conversation téléphonique avec un Marocain installé à l'étranger qui lui avait dit vouloir introduire des armes dans le pays. 3 ans de prison pour ce journaliste. On en reparle évidemment. Et puis cette question du jour, là, c'est beaucoup plus léger, bien entendu, au vu de ce dont on parle depuis tout à l'heure. Pardon. L'équipe de France, après un début plus que laborieux pour ce premier tour du mondial et pour cette qualification en 8e de finale, donc va démarrer son match demain, va jouer son 8e de finale face à l'Argentine. Alors les paris sont ouverts évidemment et les pronostics également, et on vous pose la question aujourd'hui, pensez-vous que l'équipe de France va se qualifier pour les quarts de finale en battant l'Argentine demain à 16h? Et bien sur Facebook où vous répondez à cette question, France Maghreb 2, eh bien vous êtes 31% seulement à le penser, 31% à penser que l'équipe de France va passer. Ce qui nous fait donc au total 69% de gens qui n'y croient pas à cette équipe de France et qui ne croient pas que l'équipe de France va passer ce 8e. Sur Twitter, LGF officiel, c'est beaucoup plus partagé puisque là, on a une égalité parfaite, 50% de oui, 50% de non. Qu'en pensez-vous? 01 40 33 9000 pour nous dire. Et on va débriefer un petit peu d'ailleurs ce premier tour de ce mondial avec Nordine Salhi qui nous a accompagnés d'ailleurs durant tout ce premier tour et donc ce premier tour de groupe pour débriefer un petit peu le parcours des équipes africaines qui est plus que
mitigé avec cette première depuis 1982. Aucune équipe africaine qualifiée pour les huitièmes de finale. 01 40 33 9000. La France va-t-elle le faire selon vous? Vous répondez à cette question. Tiens, on va faire un tour du côté du standard. Allô, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, votre prénom? Farid. Farid, vous nous appelez d'où, Farid? De Pithiviers. Pithiviers, on est dans le Loiret, je crois, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Très bien, je connais bien. Pithiviers, Montargis, enfin pas loin quoi. Alors, Farid. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'elle va le faire, cette équipe de France, selon toi? Sincèrement, on espère, Inch'Allah. On espère qu'ils vont gagner, franchement. Malgré qu'on puisse Est-ce que tu aurais la gentillesse de baisser ton poste, s'il te plaît, derrière toi? Oui, Voilà, il y a excusez-moi, un je petit vous écoute retour en même temps. assez désagréable. Donc oui, je t'écoute, Farid. Malgré qu'on n'ait pas pris Benzema, c'est dommage, mais bon. Là, sincèrement, je vois bien l'équipe de France la gagner parce que l'Argentine en ce moment, c'est un peu faible. Je vois, il y a que Messi qui sort du lot. Mais après, le reste, l'équipe de France, malgré qu'ils jouent contre des équipes un peu plus faibles que eux-mêmes, ils peuvent lever leur niveau, ils peuvent rehausser le niveau. Et sincèrement, je vois bien l'équipe de France aller très loin et même voir la remporter parce que pour moi, il n'y a pas plus fort. Même si l'Espagne, c'est costaud, même si l'Espagne, collectivement, c'est fort, mentalement, la France est au-dessus, je pense. Hein. Tu le sens bien, donc, hein. Farid, au oui. risque d'utiliser tes propos concernant Benzema, je risque également d'ouvrir une petite brèche, mais on est là également pour parler des choses qui fâchent. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui, très honnêtement, que l'affaire Benzema, c'est un règlement de compte entre un sélectionneur Didier Deschamps et Benzema qui se sont fâchés. Maintenant, si on parle footballistiquement parlant, et uniquement footballistiquement parlant, pardon de vous dire à tous et toutes, au risque de blesser certains d'entre vous, Benzema, Karim de son prénom, n'a jamais été un joueur qui a prouvé qu'il était, j'allais dire, titulaire indiscutable en équipe de France. Pardon de vous le dire, moi je cherche quelqu'un qui est capable de me donner un match, une date où Karim Benzema était décisif. Moi j'en ai pas. Mais il n'y a pas besoin d'être décisif pour être titulaire. Il faut être décisif, certes, mais Benzema, à l'heure actuelle, c'est le seul attaquant français. On est d'accord. Qui est gagné, On est d'accord. Non mais c'était important de le dire. C'est le seul attaquant français qui est depuis 8 ans au Real Madrid. Oui, non mais ça c'est indiscutable. Côté de Ronaldo. Indiscutable, Farid, parce qu'il a un jeu également qui permet à Benzema de pouvoir s'illustrer. Ouais. Mais en équipe de France, il a jamais été bon, on est d'accord. En équipe de France, mais s'il a été bon en équipe d'Argentine. Mis à part qu'il est marqué là. Tu as raison, mais tu as totalement raison. Tu as totalement raison. Il a déjà été bon, Ronaldo. Ouais. Non mais je tenais à quand même signifier quand même parce que non oui. parce qu'aujourd'hui on a l'impression que l'équipe de France si elle est mauvaise parce qu'il n'y a pas Karim Benzema. Pardon de vous dire que non, je suis pas d'accord. Maintenant effectivement c'est un titulaire et c'est un très grand joueur. Il l'a prouvé plus que prouvé d'ailleurs. Mais je voulais quand même faire cette petite parenthèse. En tout cas, merci Farid et allez les Bleus pour demain alors. Hein. Merci, bon courage à vous et comme ça fait plaisir de vous écouter. Eh ben ça fait plaisir de vous écouter également. On est à Pithiviers aux ambulances du Loiret. Ah, vous saluez les ambulances. C'est un peu chez moi. Hein. Je suis né à Montargis. Vous êtes chez moi les gars. Hein. Merci. Montargis au Colis. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb de le LGF, le grand forum qui parle d'actu mais qui parle aussi foot parce que le foot c'est aussi de l'actu. Et en ce moment c'est le mondial, vous le savez, qui se déroule en Russie. D'ailleurs on peut dire sans trop de problèmes, qui s'est passé d'ailleurs dans le Cannes sans aucun incident notable. Alors que beaucoup prévoyaient que ça allait être le bazar et que le Lugan allait être de la partie. Eh bien il n'en est rien, les stades sont quasiment pleins et tout se passe à merveille. Nordine Salhi, bonjour Nordine. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Nordine, d'habitude c'est au téléphone, là aujourd'hui en face à face. Oui, aujourd'hui je suis avec toi ici. Oui, pour faire le bilan calmement, j'ai envie de dire, de ces équipes africaines avec nos auditrices et auditeurs. Et cette question d'abord que l'on pose aux auditeurs aujourd'hui, la question du jour du LGF, l'équipe de France qui nous a offert un parcours plus que laborieux pour ses 3 premiers matchs, faut le dire, mais qui a obtenu cette qualification pour les huitièmes, qui jouera donc ces huitièmes demain face à l'Argentine. Pensez-vous que cette équipe de France va le faire, c'est-à-dire va se qualifier face à l'Argentine? C'est partagé sur Twitter avec 50% de oui, 50% de non. Sur Facebook, c'est beaucoup plus tranché avec 31% de gens qui pensent que l'équipe de France va le faire contre 69% donc qui pensent que la France ne va pas se qualifier. Nordine, en tant qu'observateur aguerri de foot et de ce que tu as pu voir au cours de ces 3 matchs, est-ce que tu penses que la France va le faire?
Oui, Christophe, quand on voit le parcours de l'équipe nationale de France depuis le début de ce mondial, c'est vrai que le rendement il est pas au beau fixe. On va dire l'équipe de France ne produit pas un jeu, un football éblouissant, un football attractif, mais il est efficace. Les résultats ils sont là. Quand on la compare avec l'équipe qui va se frotter, avec laquelle elle va se frotter demain, je pense que d'abord le mondial va commencer demain pour absolument, pour beaucoup d'équipes. Exactement, parce que le premier tour, c'était la rentrée en lice, c'était se frotter avec des équipes avec des niveaux, on va dire différents, les équipes qui viennent pour jouer avec leurs armes, pour ne pas être ridicules, pour essayer au moins d'honorer leur statut de mondialisme. Il y a d'autres équipes qui sont là avec le statut de favori pour aller chercher le trophée, pourquoi pas aller jouer les premiers rôles de son mondial. Dans la France et l'Argentine, normalement, ces deux équipes qu'on n'attendait pas d'abord en huitième, puisque en principe on les attendait comme tête de poule dans les deux poules. Mais malheureusement de l'autre côté, on va revenir pour parler de cette équipe qui m'a vraiment ébloui et surtout la grande surprise niveau jeu, niveau produit, elle a produit vraiment du jeu plaisant. C'est cette équipe de la Croatie. Mais bon, pour parler magnifique. Exactement, pour parler de ce match-là, je pense pour moi c'est 50-50. J'y rajouterai la Belgique, moi. Oui, bien sûr. On va revenir pour en parler de la Belgique, mais absolument. Je parle d'abord de ce huitième de finale qui se profile demain pour l'équipe de France qui nous intéresse nous ici en France d'abord. Qu'en pensent aux auditeurs justement? Tiens, on va accueillir Miloud qui est avec nous au 01 40 33 9000. Mouloud, pardon. Pourquoi Miloud? Bonsoir Mouloud. Déjà Christophe, ça m'étonne de toi, connaisseur de football. Quoi? Quand tout le monde dit qu'il y a pas eu de pays africains depuis 82, je te rappelle qu'en 2014, il y avait le Nigeria et l'Algérie qui sont qualifiés. Attendez. Vous m'avez très mal compris. J'ai dit, il n'y a pas d'équipe africaine qualifiée pour les huitièmes, c'est une première depuis 82. Si, en 2014, il y avait le Nigeria et l'Algérie. Oui, non, mais écoute-moi, Mouloud, s'il te plaît, bonsoir. On veut dire que... Ça a été rectifié par Jean-Michel Larquet. Oui, non, mais Mouloud, Pascal Pro. Je parle français, Mouloud. Pascal Pro, Mouloud. Julie de Monaco. Oui, mais Julie de Monaco, Mouloud, je te dis. Je pense que depuis 1900, je vais essayer d'être le plus... Vas-y, parce que je me suis mal fait comprendre. À moins que l'Algérie ne soit pas un pays africain. Mais non, mais Mouloud, arrêtez de dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que depuis 1982, voilà. Et même en 1982, je vais m'arrêter 2 secondes sur cette date-là. Normalement, il y a l'Algérie qui devrait passer. Oui, bien sûr. Allemagne-Autriche. Oui, voilà. Après cette mascarade, cette honte, le match de la honte de l'histoire entre l'Autriche et l'Allemagne. Normalement, c'est l'Allemagne et l'Autriche qui devraient être éliminés de ce mondial-là, et l'Algérie et le Chili qui devraient passer au deuxième tour, vu ce qui s'est passé. Et mais depuis, à partir de d'ailleurs, 1986, Christophe, c'est le Maroc qui ouvre le bal du deuxième tour. Ouais. Il passe dans un groupe que tout le monde se rappelle, avec l'Angleterre, la Pologne et le Portugal. Il classe premier dans cette poule-là, et ça passe en 90, c'est tour des Camerounais et la bande à Roger Mella, si tu te rappelles, le plus vieux joueur. C'est ça, je veux dire, depuis 86, on a toujours placé une équipe africaine au deuxième tour. Il n'y a pas d'équipe africaine il n'y a pas d'équipe africaine absente. Alors peut-être que je me suis mal exprimé, Mouloud. Je reprécise. Non, mais il n'y a pas. L'Algérie, je sais pas si tu te souviens. Mais Mouloud, arrête de nous faire ton nationalisme. Mais l'Algérie, elle a passé comme le Maroc, comme le Nigeria. Difficilement. Et l'Allemagne qui a été championne du monde, qui a battu la France au tour suivant. Mouloud, je reprécise. Donc depuis 1982, c'est une première où il n'y a pas d'équipe africaine présente qui ne soit pas présente plutôt en huitième de finale. Et c'est peut-être là que je me suis mal exprimé. Donc pas d'équipe africaine qualifiée pour les huitièmes, c'est une première depuis 1982. On est d'accord, Mouloud, ou pas? Non, je comprends toujours pas, parce que le Nigeria était en huitième en 2014. Mais j'ai pas dit le contraire, je te dis que il n'y a pas. Mais pourquoi ils disent depuis 1982? Mais parce que en 82, il y avait pas d'équipe africaine qualifiée pour les huitièmes, alors que l'Algérie devait être qualifiée, bien entendu. Depuis, il y a toujours eu
des équipes africaines qualifiées au 8e. Donc c'est une première en 2018 depuis 82 où il n'y a pas d'équipe africaine. Merci Mouloud. Merci, j'ai compris. Non mais je me demandais quelle langue je parlais. Du parcours formidable de l'Algérie à l'époque. Mais oui, non mais bon, il n'y a pas que l'Algérie. On peut parler du parcours du Cameroun, on peut parler du Nigeria, on peut parler de plein d'équipes africaines. Sénégal en 2002, je crois. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, vous parliez, moi, je sais pas si vous avez vu le match Japon hier. C'est une Et à la fin, c'est une pantalonnade. C'est une honte. Ils connaissaient le Sénégal a été battu au nombre de cartons jaunes. On va y revenir tout à l'heure, mais c'est une honte ce match. Il restait 10 minutes, ils ont joué les 10 dernières minutes à la baballe. Ils ont arrêté de jouer, tout simplement. Oui. Mais moi, il y a un truc. Bon, Mouloud, tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que l'équipe de France va le faire demain? Moi, je vois l'Argentine parce qu'une bête blessée et c'est l'année ou jamais pour Messi. Et moi, je vois l'Argentine 2-1. Et puis moi, il y a un truc qui me, je sais pas, ce matin, j'ai écouté une émission. Moi, je dirais pas la chaîne de TV. C'est ça, moi, qui m'enrage en France. Tu peux. Il y avait deux footballeurs, deux anciens footballeurs. Ils n'ont pas joué le match contre l'Argentine. Ils parlaient déjà du meilleur adversaire. Ils parlaient déjà de l'Uruguay ou du Portugal en méprisant l'Argentine, tu vois. Et ça, moi, ça me ressort par les tripes. Quand j'entends ça me fout en l'air. Mais moi, je vois l'Argentine. Bah, crois-moi qu'hier, Christophe, en 2002. Oui. Tu te souviens de la Coupe du Monde? Oui. Adidas avait imprimé les 2 étoiles avant le début des Coupes du Monde. Tu te souviens de cette histoire-là? Oui. Mais Mouloud, je pense, sans me tromper, Nordine, que l'Angleterre et la Belgique, hier, ont fait aussi ce type de perspective sur les quarts de finale. Parce que d'ailleurs, l'Angleterre était contente de perdre. Enfin, l'Angleterre, Christophe et Mouloud, hier, ont joué dans ce groupe-là la première et la deuxième place parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. Sauf que la Belgique tombe sur le Brésil. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'était la première et la deuxième place qui étaient plus intéressantes. Et même, moi, je veux parler du rendement de cette équipe de Belgique, même merveilleuse, une équipe qui a pratiquement chamboulé son effectif avec 7 ou 8 équipes. Oui, avec Lukaku et Fellaini présente dans ce match-là et qui a montré peut-être d'autres intentions, comme quoi quand tu as un turnover, quand tu as une équipe bis ou bien les coiffeurs qui participent et ils donnent satisfaction, c'est des bons augures, c'est un bon signe pour que l'équipe peut aller à chercher quelque chose de précieux. Bon, en tout cas, Mouloud. Je rejoins ton invité, Christophe. Moi, l'équipe qui m'a le plus impressionné, c'est la Croatie. Oui, on est d'accord. Avec l'équipe bis, ils ont mis quand même 3-0 au deuxième match. Ouais. Alors qu'ils auraient pu ne pas jouer le match. Ils l'ont joué à fond, moi, chapeau. Merci Mouloud, en tout cas pour ton appel 01 40 33 9000. Quel a été pour toi, Nordine, le match le plus beau de ce premier tour? Alors moi j'ai la réponse, en tout cas en ce qui me concerne. Ouais, moi je vais retenir deux matchs. Deux matchs, ouais. Oui, voire 3. Le premier match de l'Allemagne contre le Mexique. J'ai aussi le Portugal contre l'Espagne et bien sûr un certain Croatie Argentine. Ah. Alors on n'a pas les mêmes, moi j'en ai 2, c'est évidemment Portugal-Espagne, ça c'est incontestable, 3 partout, il y a eu de l'action, il y a eu du but, et puis le fameux Belgique-Tunisie. Belgique-Tunisie, moi j'ajouterais aussi un certain Maroc-Espagne aussi. Ah oui, oui, absolument, tu as raison. Toutes ces promesses. Hein. Et d'ailleurs on va en parler parce que là le Maroc peut-être peut repartir avec des regrets. En tout cas vous, auditrices, auditeurs, vous continuez de nous appeler parce que dans cette émission, tu sais que c'est la partie interactive, les auditeurs interviennent et aussi donnent leur point de vue. C'est ce qui nous intéresse et qui se fait un petit peu avancer le schmilblick. Tu vois, la preuve, c'est que Mouloud m'avait pas compris, donc peut-être que beaucoup de monde n'avait pas compris pour le coup. Enfin, on s'est compris à la fin. Oui, bien sûr. Donc je rappelle, depuis 82, c'était une première où il n'y a pas d'équipe africaine en 8e. Voilà. Ça veut pas dire que l'Algérie n'y était pas. Elle y était, bien sûr. On s'en souvient magnifiquement bien ce match. En 2014, magnifique. Ça n'a pas passé trop loin puisque il a perdu 2-1 avec dans les prolongations. Je rappelle, c'était un match héroïque des Fennecs. Héroïque des Fennecs, absolument. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Karim de Puteaux. Salut Karim. Je ne t'ai pas compris également, non. Arrêtez vos conneries, les gars. Je rigole. C'est le soleil qui vous tape sur la tête ou quoi, là? Non, voilà, donc je vous appelais d'une part pour le match concernant l'équipe de France. Oui, alors, tu le sens comment, Karim? Moi je suis français, donc je suis à fond derrière la France. Maintenant, très honnêtement, je vois pas du tout la France passer dans la mesure où joueur par joueur, on est excellent. Vraiment, je vois, à part Messi, poste par poste, il n'y a pas photo pour moi.
Maintenant, c'est dans le calibre de l'encadrement, c'est-à-dire l'encadrement est exceptionnel, mais l'entraîneur qu'on a, pour moi, ne répond pas aux exigences d'un champion du monde. Jacquet, pour moi, c'était... Jacquet, faut voir ce qui s'est pris dans la tête en 98 jusqu'à la finale quand même. Hein. Faut pas oublier. Hein. Mais il a fait une finale, Deschamps. Il a fait une finale et on a vu ses limites. C'est-à-dire qu'on avait une équipe bien finale de championnat d'Europe, hein, on précise. Finale du championnat d'Europe en 2016 face au Portugal. d'Europe où on avait une équipe, il l'a faite. Il l'a faite cette finale. Dans un championnat majeur. Je sais pas. Alors, bouge pas Karim, Nordine, notre commentateur et notre spécialiste foot, a quelque chose à rajouter de très important. Oui, je pense que tout va se jouer autour d'un joueur qui s'appelle Messi. Il faut dire parce que rappelle-toi même au cours des qualifications de l'AM Sud, c'était le dernier match. Ils étaient vraiment en ballottage défavorable, comme on dit dans le jargon politique. Et puis c'est le réveil d'un certain Messi dans le dernier match contre l'Équateur. Rappelle-toi, et il met 3 buts et il propulse cette équipe qui a été vraiment, on va dire, avec un visage très très pâle. Là, même les deux, voire les 3 sorties de l'équipe, rappelle-toi qu'ils sont passés par le trou de la souris. L'Argentine, elle était pas convaincante. Même le grand Messi, il y était pas. Je pense que c'est une équipe qui doute. D'abord, psychologiquement, c'est une équipe où le staff technique, comme tu as comparé les deux staffs, je pense que le staff de l'équipe de France, il est plus fiable, il est plus posé et il a plus de personnalité. Par contre, de l'autre côté, je veux dire, il y a le feu à la maison vis-à-vis de la gestion du club. Bien sûr, ils ont carrément refusé et on n'arrive pas à trouver. La France, quand même, a essayé de faire tourner l'effectif. C'est vrai, hein, comme je disais tout à l'heure, l'équipe de France ne produit pas un jeu plaisant. Mais de l'autre côté, vraiment, c'est l'incertitude. On a essayé Di Maria, on a essayé Higuaín, on a essayé Agüero, on a essayé des joueurs au milieu de la défense qui est Rojo, c'est pas une sécurité sociale, même au milieu de terrain, Mascherano, je pense qu'il est dépassé par les événements. Tout ça fait que l'équipe d'Argentine, elle est, je veux dire, il est tiré en haut que par ce joueur qui est Messi. Et est-ce qu'il sera là demain? Ça, c'est mais Mbappé, il va le cramer en course. Hein. Mbappé, il est capable de le cramer. Hein. Mais je partage chacun son point de vue. Oui, maintenant, c'est très rare que je partage l'idée d'ailleurs, j'appelle souvent Christophe à ce sujet, les opinions de nos super médias. Hein. Mais là, par contre, il y a un élément que je partage avec eux, c'est que c'est Messi l'entraîneur. Oui, ça c'est vrai. Depuis un certain moment. Contrairement à l'équipe de France où il y a effectivement une structure, un savoir-faire aussi, je partage aussi ton point de vue, mais là on a Messi comme entraîneur. Il n'y a pas de leader en équipe de France. Et on a cette personne-là qui, bon, c'est un extraterrestre. Voilà, hein, on en a deux, il y a 2 extraterrestres. Messi, il a toujours été comme ça, même au Barça, rappelle-toi, c'est lui le patron, c'est lui qui recrute et c'est lui qui vire tout le monde. Donc, voilà, c'est cette structure. Et c'est pour ça, je vais essayer de rebondir, mais c'est un sujet complètement différent au niveau des équipes africaines. Moi, je trouve que le Maroc et le Sénégal ont été super bien organisés, ont fait des super préparations. On des joueurs, je compare par exemple l'équipe algérienne que je connais très bien, joueur par joueur, comparé à des équipes comme le Sénégal, je pense que c'est même un tour au-dessus, et ils jouent moins bien. Pourquoi? Parce que on est encore dans cette notion d'encadrement, etc. À la France, à une échelle bien plus faible. Hein. Mais voilà, c'est super important. Je pense qu'au niveau justement, la France, on a un niveau indéniable. Mais qu'au niveau du coach, de sélectionneur, voilà, moi c'est cet aspect-là, on l'a vécu il y a 2 ans, on l'a vécu d'autres années. Voilà, il s'agit pas de justement, je vous parlais des médias, il s'agit pas de comparer ça à ce qu'était Jacquet, etc. Jacquet, il l'a fait. Karim, j'ai une question à te poser, mais réponds-moi franchement. Ouais. Est-ce que sur l'opinion que tu as du sélectionneur Deschamps, qui somme toute, et quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir, ça reste un excellent grand joueur, même un excellent entraîneur, on se rappelle avec Monaco le parcours absolument magnifique, à la Juve, etc. Est-ce que il n'y a pas le fait aussi que Deschamps n'est pas pris et se fâcher avec Benzema et ne l'ait pas sélectionné? Il n'y a pas aussi ce petit grief qui apparaît dans le jugement, qui donc peut apparaître un peu faussé? Que tu peux percevoir. Je vais essayer de l'étouffer rapidement en te précisant que je suis supporter de Marseille et que c'est un des entraîneurs qui m'a fait le plus vibrer. Et moi, j'ai joué au foot, j'ai 31 saisons de football. Très honnêtement... c'est celui que vous avez ramené un titre depuis bien longtemps, c'est vrai.
j'ai pas du tout cette et en plus paradoxalement Benzema est mon joueur préféré. Ouais. Alors tu vois, Ouais. Bon. franchement, j'essaye dans mon opinion de pas rentrer ça. Moi, j'ai Non, commencé par te dire que je suis supporter de l'équipe de France, du coup supporter de Deschamps. Mais voilà, il y a des équipes en face, il y a des structures en face, il y a des joueurs en face, Ouais. et je la sens pas. Voilà, c'est tout. Bon, bah, Maintenant, ton prono alors, tu vois combien demain? Je rêve Karim. d'avoir une analyse. Combien demain, Karim? Mouille-toi, combien? Combien demain? Ouais. Allez, 1-0 pour la France. Très bien. Merci Karim. Merci à toi. En tout cas, merci pour votre accueil. Avec grand plaisir, cher Karim. Et allez, bon match pour demain. Bon match, effectivement, demain. Nordine, franchement, Didier Deschamps, quand on dit que c'est pas un bon sélectionneur, on n'est pas un peu mauvaise langue pour le coup, parce que effectivement, il produit pas du beau jeu. Ça, il s'en est jamais caché d'ailleurs. L'important pour lui, c'est la gagne. C'est les 3 points. C'est voilà, c'est de se qualifier. Il a quand même récupéré, a réussi à emmener cette équipe de France en finale de championnat d'Europe en 2016. Beaucoup évidemment critiquent ce jeu de l'équipe de France qui peut paraître quand même assez faible, assez ennuyeux même. Hein. On s'est emmerdé sérieusement pour ce match, le dernier match face donc mardi dernier. Didier Deschamps quand même, ça reste un grand professionnel, on est d'accord. Évidemment, quand on parle de Didier Deschamps, avec tous les griefs qu'on peut avoir contre lui, et moi le premier, hein. Mais oui, mais quand nous, on est amateurs des beaux jeux, voilà. On essaie de trouver le jeu produit par l'équipe de France. Est-ce qu'il est flamboyant? Est-ce qu'il est attirant? Est-ce qu'il est attractif? Est-ce qu'il est plaisant? Tout ça, peut-être ces ingrédients, on les trouve par intermittence dans des sorties de l'équipe nationale de France. Quand on parle de Didier Deschamps, on parle quand même de son passé, de son palmarès, de sa vision du football et surtout de son charisme et sa personnalité. Ouais. Je pense même dans la gestion, tu viens d'évoquer, on va pas s'étaler là-dessus avec Benzema, ça a montré comme quoi, voilà, je reste toujours le patron ici, et s'il y a un différent, c'est un différent personnel entre les deux hommes. Hein, absolument. Il y a pas. Donc voilà. Même si, je le répète, au risque de froisser, Karim Benzema, pour moi, n'a jamais été un grand joueur en équipe de France. Oui, mais quand on voit aussi, quand j'ai parlé j'ai fait l'éloge de Didier, je pense que Karim aussi a un palmarès et un passé et on va dire une stature internationale. Je pense en club, oui, mais bon, ça c'est la question qui revient toujours. Oui, il est bon par le Messi, il est bon avec le Barça, il est pas bon Messi, avec il est pas forcément bon avec l'Argentine aussi, c'est pareil, hein. Oui, mais Ronaldo avec le est-ce Portugal, que le joueur il est mis dans les mêmes conditions aussi en club qu'avec la sélection? Bien sûr que non. C'est pour cela qu'on fait la différence d'abord avec un entraîneur et un sélectionneur, parce que là, le regroupement dure 4 ou 5 ou voire une semaine avec l'équipe nationale, c'est pas pareil quand tu es en train de jouer tous les jours avec les mêmes coachs, avec les mêmes joueurs et avec les mêmes automatismes que tu es en train de mettre en place pour affronter les matchs soit du championnat soit de l'équipe nationale. Bon, allez, on continue d'en parler, on va faire le bilan dans un instant avec vous au 01 40 33 9 piles. Pour parler quand même de ce qui s'est passé, je crois que c'est vraiment le truc le plus dur, c'est ce qu'a subi le Sénégal hier. C'était à coup de carton que ça s'est joué. Dans un instant, on en reparle. Eh oui, ça passionne, Nordine. Ça passionne le foot jusqu'à ce qu'on m'appelle d'ailleurs sur mon portable pour avoir des petits privilèges. Non, les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. On appelle le standard 01 40 33 9 piles. On fait le bilan ensemble avec Nordine Salhé, qui est avec nous, notre commentateur foot, qui nous a rejoint à France Maghreb 2. Vous avez été aux côtés de Kematna de Montreuil, là-bas, avec nos supporters qui sont venus assister aux différents matchs. Exactement, on était ambiance chicha, ambiance café. Non, il n'y a pas de chicha, rien. Pas de chicha. Il y a des cafés, il y a une bonne ambiance. Donc c'était au 50 rue de Paris à Montreuil, c'est notre ami Ressané. Oui, qu'on salue au passage. Absolument. Alors, beaucoup d'appels au standard. On va tâcher de les prendre et faire ensemble le bilan de ce premier tour de l'équipe des équipes africaines, en rappelant quand même le Sénégal hier qui était à égalité parfaite avec le Japon. Même nombre de buts marqués, même nombre de buts encaissés. Donc l'égalité de points, etc. Ouais. Sauf que ça s'est joué au nombre de cartons. Au fair play. Oui. Au fair play. La règle doit être modifiée, ça, Nordine. C'est pas modifié. Je
trouve pas trop la Tu la solution. trouves juste Tu la trouves juste cette règle? Juste, il est cruel, oui. Pour Elle est le cruelle. perdant, c'est vrai. Pour Mais 2 cartons. Oui, exactement. C'est pour cela qu'il faudrait penser à tout ça. Et ça va dans le sens que les équipes commencent à penser à ne produire un jeu propre, un jeu qui plaît à tout le monde. Et du coup, si tu vas dans ce sens-là, certainement tu vas pas avoir de carton, et peut-être tu vas en avoir besoin au cas où il y a une égalité parfaite, comme on a le cas cette semaine, enfin hier, pour départager les deux équipes. C'est vrai que c'est cruel pour l'équipe sénégalaise, mais on va revenir peut-être après avoir pris l'auditeur de parler d'abord de cette politique, de le fait de se préparer pour le mondial pour nos équipes africaines. Est-ce que vraiment les équipes africaines ont les moyens d'aller chercher autre chose? Sur quelle base? Comment ils sont arrivés dans ce mondial-là? Tout ça, c'est des questions qui restent pour moi suspendues de la part des fédérations, de la part de la Confédération africaine, et même des staffs, voire des entraîneurs, des sélectionneurs qui sont à la tête de ces sélections. Alors, je précise donc on parlait tout à l'heure de 82. Il y avait quand même une différence notable, c'est qu'à l'époque, ça se jouait à 16 équipes. Hein. Ouais. Il n'y avait que 2 représentants africains. Alors j'ai pas le deuxième, j'ai l'Algérie, mais j'ai pas le deuxième. Le deuxième, c'était le Cameroun. Ah. Et le Cameroun, c'était dans un groupe où il y avait ce problème-là, puisqu'il y avait, je me rappelle très bien, l'Italie, la Pologne, alors il y a une équipe sud-américaine, c'était en 82. Si ma mémoire Peut-être que les auditeurs vont pouvoir nous aider pour le coup. Bien sûr, mais donc il y avait le Cameroun. Il y avait le Cameroun, oui, dans le groupe de l'Italie, le champion, champion en titre. Alors, le bilan qui est donc terrible. Hein, c'était pratiquement des matchs nuls aussi dans les 3 matchs pour ce groupe-là, et le Cameroun est disqualifié par le goal average, c'est tout, parce que sinon le Cameroun, elle aussi, il a été, on va dire, éliminé par le procédé du goal average, pas le fair play, mais le goal average. Revenons à 2018 et donc au Sénégal, puisque c'est du Sénégal dont on parle, et pour Aliou Cissé, donc peut constater que la marche peut-être était un peu trop haute. Voici ce qu'il a déclaré. C'est trop difficile. On constate que oui, parce que le résultat sur le terrain montre que c'est compliqué. Il y a des équipes africaines qui ont été éliminées dès la 2e journée. Il n'y a que le Nigeria et nous qui avons la chance de passer. Après, il faut qu'on discute aussi des chapeaux. Il n'y a pas une seule équipe africaine qui est dans un chapeau 1. Et à chaque fois, c'est compliqué. On joue contre des champions d'Europe. On joue contre des champions du monde. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour nous. Maintenant, le football africain est en train de progresser. On n'abandonne pas. On a confiance et on va continuer. Et je suis sûr et certain que il y aura des choses positives qui vont venir. Venir ici, avoir regardé les autres équipes. Je crois qu'on n'a pas à avoir honte du football qu'on a pratiqué. Le niveau a beaucoup rétréci entre les équipes de haut du tableau, les grandes équipes, les soi-disant grandes équipes et puis les petites équipes. Donc je suis sûr et certain que nous sommes sur le bon chemin. Alors c'est vrai qu'on peut partager pas mal de choses avec ce sélectionneur sénégalais. Il y a plus de petite équipe. Oui. Il y a plus de petite équipe dans le mondial. C'est fini. Oui, depuis un certain moment. Même si Christophe, quand on parle de l'Arabie Saoudite, voire un de nos représentants qui est la Tunisie, c'est vrai que le niveau était pas trop sage. Quand je parle de l'équipe qui nous a représenté, je parle de la Tunisie. Moi, je reviens même carrément à la qualification. La poule où il était, cette équipe de Tunisie, il était dans un poule qui était trempant, si j'ose le signifier ainsi, Christophe, puisque la Tunisie jouait dans un groupe où il y a la Libye qui n'a même pas un championnat et qui ne joue même pas à domicile. La Guinée, cette Guinée-là convalescente, même si ils ont Naby Keïta, ils ont Ibrahima Traoré, ils ont beaucoup de Constant, ils ont beaucoup de joueurs, mais malheureusement, cette équipe, juste après qu'ils ont pratiqué un football vraiment, on va dire, correct en quelque sorte en 2015, rappelle-toi, c'était en Guinée équatoriale, mais après l'équipe qui tenait un petit peu la route dans ce groupe-là, c'était la RDC de Florent Ebeng, de cette équipe formée en gros avec les 2 clubs qui sont le Vita Club et le TP Mazembe. Ouais. Donc voilà, si on parle de la Tunisie, il n'était pas dans un groupe où il y a un gros, il n'y avait pas le Nigeria, il n'y avait pas la Tunisie, il n'y avait pas l'Algérie, il n'y avait pas le Ghana avec elle, donc c'était trop
trompant déjà. Et il a eu du mal à se qualifier au mondial dans ce groupe-là. Rappelle-toi qu'ils ont fait un simple match nul dans le dernier match contre la Libye à Monastir en Tunisie. Donc après, c'était, on va dire, c'était le résultat ou bien la préparation de l'équipe de Tunisie nous a surpris avec un autre niveau, soit contre le Costa Rica, soit contre l'Iran et surtout le match qui a livré contre l'Espagne et elle perd 1-0 à la 85e minute. C'est vrai qu'il y a la blessure aussi de un certain Msakni Youssef, le joueur, le maître à jouer de cette équipe-là et le sauveur de l'équipe nationale de Tunisie. Si on parle d'abord de l'équipe de Tunisie, c'est une équipe qui est, on va dire, on les appelle dans le temps les Italiens d'Afrique par rapport à leur capacité, par rapport à leur cohésion et la vedette en Tunisie, c'est bien le groupe et l'effectif et c'est l'équipe. Par contre, si on veut passer pour parler du Maroc, par exemple, le Maroc, pour moi, oui, tout le monde dit le Maroc a présenté un football plaisant, un football correct, c'est vrai, mais quand tu prends, moi j'attends d'abord, il faut qu'on passe un palier, Christophe, s'il te plaît, pour parler de ça. Est-ce que l'Allemagne, quand il est revenu hier à domicile, on a dit que l'Allemagne a pratiqué un bon jeu, mais on n'avait pas de chance? Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est vrai que c'est le champion du monde entier, mais là il faut qu'on franchisse des paliers, nous. Il faut un bilan technique des sélectionneurs. Il faut que la direction technique pense sur ça. Moi je veux un bilan technique du premier jour où l'équipe nationale du Maroc est arrivée en Suisse pour la préparation jusqu'à sa sortie. Et il faut faire le pour et le contre. Il faut essayer de trouver les problèmes. Ouais. Pourquoi cette équipe n'a pas marché. Alors, hier, effectivement, la Tunisie a quand même est sortie du mondial avec cette victoire. Pour l'honneur, une victoire qui fait du bien parce que ça faisait quand même 40 ans que la Tunisie n'avait pas remporté un match en Coupe du Monde. C'était remonte à 78. Et c'est déjà ça pour Naïm Sliti. Bien sûr, il fallait sauver l'honneur. On rentre dans l'histoire. On sait que la dernière victoire c'était en 78. Et au moins ça, quoi. Voilà, au moins donner ça à notre peuple. Même si on sait que ça va pas leur enlever leur un peu déception de cette Coupe du Monde. Mais voilà, c'est bien de finir sur une bonne note. On va pas se cacher, je pensais qu'on allait faire mieux que ça. Mais voilà, la réalité des choses, on l'a vu sur le terrain. Il y a une grande différence de niveau et bravo à la Belgique, bravo à l'Angleterre. Mais nous, il faut qu'on se relève et qu'on apprenne de ces défaites. Et je pense qu'on va apprendre. Alors il y a eu peut-être des problèmes au niveau des préparations, en tout cas de cette équipe, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, à tel point d'ailleurs qu'ils ont demandé un... Je pense même le choix des joueurs pour la Tunisie, c'était un peu... quand tu vois un joueur comme Sararfi, qu'on lui a pas donné sa chance au moins une mi-temps pour montrer beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de choses à dire autour de cette équipe. Moi j'attends que Nabil Ma'loul maintenant nous donne ses réponses à lui. Pourquoi il doit partir, Nabil Ma'loul? Je suis pas. Moi franchement, personnellement, si tu veux mon avis, mon cher Christophe, je suis pour toujours la stabilité. Ouais. C'est les Renard, il reste au Maroc aussi, hein. Oui, parce qu'on parle de lui en Égypte, on parle de lui en Algérie. Bien sûr, oui, voilà. ça dépend. Il peut partir, hein, comme il peut rester. Mais moi personnellement, si on veut avancer, quand on a franchi 1 an et demi de travail, le Maroc qui était pratiquement une équipe quelconque qui a 1 an et demi, voire 2 ans. Là maintenant, pratiquement, il devient la deuxième, voire la première équipe sur l'échiquier africain avec le travail de tout le monde, de la fédération. Il faut pas oublier que même la stratégie qui est mise par Pouzir Tjari, le président de la fédération actuellement, pour promouvoir le football au Maroc. Et puis l'arrivée d'Hervé Renard qui a donné cette... Qui a fait un sacré boulot. Hein. Eh oui, exactement. Rappelez-vous, il y a 4 ans, le Maroc était vraiment en bas de l'échelle. Mais oui, bien sûr, c'est ce que je viens de te dire. Donc, moi, personnellement, je suis pour la stabilité. La stabilité. Exactement. Ouais. Alors, on fait le bilan avec nos auditrices et auditeurs, évidemment, de ces équipes africaines, maghrébines, arabes, au 01 40 30 39 000. Je crois que c'est Jafar qui est avec nous. Jafar? Allô Jafar? Bon, il était sur le périph', apparemment il a dû se perdre, je sais qu'il y a beaucoup d'appels. Donc allez-y, appelez-nous 01 40 33 9000 avec Nordine Salhi, commentateur foot, il est avec nous. On fait le bilan donc de ces équipes africaines. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom? Bonsoir. C'est Jamel. Jamel. Alors Jamel, ton bilan à toi? Mon bilan, sincèrement, j'ai l'impression en fait que ça se répète à chaque Coupe du Monde. On a une équipe qui arrive à briller et qui finit par sortir des poules. Les 4 autres, elles restent sur le quai. Hein. Et cette année, c'est encore pire parce qu'il y a personne qui s'est sorti. Il y a personne, 0 sur 5. Qui s'est sorti du problème. Maintenant, allô? Oui, on t'écoute, Jamel. Maintenant, le vrai souci que je rencontre, moi, c'est que j'ai l'impression qu'on n'avance pas.
J'ai l'impression qu'on a toujours, en fait, si vous voulez, on est toujours la dernière roue du carrosse. J'ai l'impression qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Moi personnellement, je supporte le Maroc, mais j'ai regardé un petit peu toutes les autres équipes d'un œil objectif. J'ai pas l'impression qu'on a suffisamment de travail entre guillemets lors des sélections, lors des rencontres, on fait pas l'effort d'étudier les équipes contre lesquelles on joue. Et pour la part du Maroc, pour faire très simple, c'est vrai qu'il y a eu un développement dans le jeu, il y a eu une façon de faire, un suivi depuis 1 an et demi. On était au fond du trou, et là aujourd'hui on retrouve une équipe. Mais le problème que j'ai, par exemple, c'est qu'on n'a pas préparé cette Coupe du Monde comme il fallait, dans le sens où, quand on rencontre des équipes comme la Slovaquie, comme l'Ukraine, des équipes qui sont valeureuses, qui sont européennes, mais qui n'ont pas le niveau du Portugal, qui n'ont pas le niveau de l'Espagne, on peut pas espérer faire grand-chose. Alors oui, on se rassure parce qu'on gagne ou qu'on fait match nul, mais on n'a pas l'adversité qu'on devrait rencontrer. Par exemple, en jouant à la place de ces équipes-là, les Pays-Bas, on aurait très bien pu jouer les Pays-Bas. Jamal, tu penses pas que Jamal, c'est Nordin, hein. Tu penses pas que tu viens de dire un mot qui est très important, c'est le mental. Est-ce que ça se passe pas quand tu joues l'Estonie, quand tu joues même on a joué la Serbie, rappelle-toi la Serbie qui se moquait carrément du Maroc et ils les ont battus 2 buts à 1, rappelle-toi. Est-ce qu'on peut pas dire que la régularité d'abord de se présenter dans le mondial, le Maroc revient après 20 ans. Est-ce que ces joueurs-là, est-ce qu'on a une vraie politique sportive pour préparer les équipes? Je parle de toutes les équipes. Quand tu as une absence en Europe et en Amérique du Sud, ils jouent des coupes du monde tous les 2 ans. Si n'est pas, on l'appelle la coupe on l'appelle pas la coupe du monde, on l'appelle soit la coupe la Copa América ou la coupe d'Europe. Donc sur la préparation psychologique et sur surtout la gestion de la pression des grandes manifestations, les Européens ils le savent. Nous, quand tu vois un petit peu le niveau même de la CAN actuellement, qu'on veut même la ramener à 24 équipes, on va se marrer là, on va carrément s'endormir dans des terrains, quoi. Ouais. Bien sûr. Et on dit souvent que la coupe d'Europe, par exemple, c'est plus difficile à gagner que la Coupe du Monde. C'est ce qu'ils disent, hein. Et c'est vrai parce qu'il y a de l'adversité, il y a des équipes qui sont très très organisées. C'est plus tactique en fait. Nous, problème de mental, donc c'est ce que tu soulignes, hein, Karim. Jamel, pardon. Merci Jamel. Juste sur le plaisir. Dernière chose, juste pour faire très très simple. Voilà. Moi, je pense que si on avait voulu préparer cette Coupe du Monde, il aurait fallu jouer des équipes en fait qui cadenassent, des équipes solides comme les Pays-Bas et l'Italie. On aurait pu les jouer parce qu'elles n'étaient pas qualifiées. Et même quitte à se faire mal, quitte à prendre 2-0, 3-0, on aurait appris ces matchs-là. Ouais, peut-être. On n'a pas appris. On s'est juste fait plaisir. On s'est vu plus beau qu'on était. On s'est regardé dans le miroir. On a dit qu'on était capable de battre des équipes européennes. Mais l'Estonie et la Serbie, c'est pas le Portugal et c'est pas l'Espagne. C'est vrai qu'on n'est pas passé loin, mais il faut plus que ça. Merci Jamel, c'était quand même le groupe de la mort, hein, quand même pour le Maroc, hein, faut le dire, hein, l'Espagne, le Portugal, l'Iran, et c'est justement l'Iran, ce match-là, l'Iran qui n'a pas démérité, hein, mais oui. C'est ce match-là que le Maroc a loupé. Christophe, pour moi, il n'y a pas d'excuse d'abord. Ils vont me sortir, on va me sortir la vidéo. Oui, certes, il y avait des problèmes. On va me sortir aussi des erreurs d'arbitrage. Oui, il n'y a pas de souci. Mais il fallait d'abord gagner le premier match. Si tu gagnes le premier match, d'abord, tu pars avec un moral d'acier pour aller affronter les 2 gros de ce groupe-là. Quand tu perds d'abord, tu dis que déjà t'as grillé tes cartes en quelque sorte. Tes chances ils sont vraiment amoindries avant de pas aller titiller. Même si vous avez joué le Portugal, je veux dire vous avez fait jeu égal, vous avez presque on va dire gagné l'Espagne, mais ce qu'il manquait d'abord c'est ce premier match. Quand tu gagnes pas le premier match, d'abord tes chances se fait évidemment et puis le fait d'affronter le reste, le Portugal ou l'Espagne, tu vas avec on va dire avec un frein à main ou un frein dans le pied. Mais de l'autre côté, l'Iran normalement qui devrait être le maillon faible dans ce groupe-là. Rappelle-toi, tout le monde parlait que du mal, mais c'était tout simplement la 2e équipe qui a été qualifiée dans le monde après le Brésil. Hein. C'est pas une équipe quelconque. En plus, ils ont Carlos Queiroz, un entraîneur portugais qui a entraîné le Portugal et qui connaît très bien. Il a une certaine lecture de l'adversaire et c'est ce qui s'est passé dans le match du Maroc. C'est que moi, c'est pas l'Iran qui a gagné le Maroc, mais surtout Queiroz qui a gagné Hervé Renard par rapport à la façon d'aborder les matchs. Il sait très bien qu'il peut pas rivaliser avec le Maroc. Il a joué avec ses armes, il a joué avec ses potentiels et il a réussi surtout dans l'impact physique et surtout sur les balles arrêtées.
et le but est arrivé, même si c'est le Marocain qui le gagne, mais il est venu d'une balle arrêtée. Bon, et contre l'Espagne, de l'égalisation espagnole, elle est hors jeu, on est d'accord. Oui, on revient toujours à ce problème de la vidéo. Je sais que tout le monde dit que la vidéo, elle est là pour booster un petit peu les grandes nations. C'est le cas aussi de le dire. La vidéo, t'es pour ou pas? Moi, personnellement, je suis complètement contre. Ouais, moi je suis pour les mains. Je suis les quatre arbitres qui sont en train de raconter leur vie derrière les trois écrans là-haut. Moi je les utilise sur le terrain. Pourquoi pas augmenter le nombre d'arbitres? Pourquoi pas la goal line est technologie ce procédé technologique. Moi par contre je le prouve complètement la prouve parce que elle rend on va dire justice à l'adversaire quand il marque le but. Mais revenir sur des faits de jeu, on a bien vu les erreurs contre le Maroc, le Portugal, Pepe qui carrément déménage Boutayeb et on veut pas revenir. La main de Pepe, on va pas revenir. La main de Pepe, on va pas revenir. Donc arrêtez-nous tous cette mascarade là et rendez le football au football parce qu'il est en train de perdre son charme. Exactement, ça casse le rythme d'un match en plus. Hein. Exactement. Amine de Reims, bonsoir Amine. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. C'est ça la question qui se pose. Pourquoi les erreurs d'arbitrage qu'on voit toujours dans les pays arabes, surtout quand ils jouent au niveau international, par exemple contre l'Espagne et contre le Portugal, on a eu des erreurs d'arbitrage, mais on n'a pas eu gain de cause. Et par rapport à l'Espagne, qu'ils ont eu le VAR pour réussir à avoir leurs points pour passer. Donc là, la question qui se pose, pourquoi la fédération accepte ce genre de propos par rapport à ces pays, parce qu'ils sont assez puissants, bien parce qu'ils ont juste l'habitude de jouer au niveau international, ou bien parce qu'ils ont leur poids au niveau international. Je pense aussi que ce procédé-là, déjà aujourd'hui, cet après-midi, il y a une réunion de tous les 48 arbitres avec la FIFA pour faire le bilan de l'arbitrage du premier tour et notamment parler de ce procédé qu'on a introduit cette année-là. C'est que cette vidéo qui est en train de faire vraiment du mal au football. Pas sûr qu'elle a un bel avenir d'ailleurs. Pardon ? Pas sûr qu'elle a un bel avenir. Je pense pas. Je pense que c'est la plus grande connerie que la FIFA a fait. D'abord de là l'utiliser. D'abord, il faut donner le temps au temps. Il faut essayer de l'utiliser dans des championnats, dans des matchs pour pouvoir avoir une bonne idée de ce procédé avant de l'introduire carrément dans la compétition la plus haute sur le continent. Oui. Exactement. La plus haute sur le monde. On l'applique sur tous les matchs. C'est pas on l'applique juste sur les matchs où on sait très bien que par exemple si on l'applique pas sur cette faute-là et qu'il va pas passer, on se rappelle qu'il y a le VAR, on se rappelle qu'il y a cette technologie. Il faut qu'on l'applique sur tous les matchs. Christophe, pour finir sur la chose avec notre auditeur, moi je me suis posé beaucoup de questions, c'est que même l'explication du procédé vis-à-vis de nous les journalistes, ou bien vis-à-vis carrément du monde du football, qui est-ce qui prend la décision? Est-ce que c'est les trois arbitres qui sont derrière leur écran? Est-ce que c'est l'arbitre lui-même? Est-ce que c'est les joueurs ont le droit d'alerter l'arbitre pour un fait? Est-ce que les entraîneurs, tout est flou dans cette histoire-là? C'est pour cela que... Amine, juste pour finir, tu le sens comment pour l'équipe de France demain? J'espère que ça va passer, mais après là, contre l'Argentine, ça fait un petit peu mal, vu que déjà la prestation de la France ces derniers temps n'était pas vraiment c'est ce qu'on n'espérait pas. Et contre Messi, j'espère qu'ils seront en égalité au 1-0. Merci à toi en tout cas, Amine. Il y a eu une constatation, les équipes arabes, africaines, maghrébines ont un petit problème avec les dernières minutes. Oui, on parlait tout à l'heure de la concentration. Le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. Oui, bien sûr, la 92e minute, il devenait pratiquement un moment crucial et fatal pour nos équipes. Je me rappelle très bien que le Maroc a eu le but à la 90e. L'Égypte, pareil, contre l'Uruguay, rappelle-toi, le but assassin. Qu'est-ce qu'elle a déçu, l'Égypte? Oui, aussi, parce que, on va dire, c'est similaire un petit peu à cette équipe d'Argentine, dans la physionomie, pas dans la composition, voire je compare pas les joueurs. C'est surtout cette équipe qui a été
tiré, rappelle-toi, même dans les qualifications, c'est qui qualifie l'équipe? C'est Mohamed Salah. Et Mohamed Salah, quand il est pas bien, on sait très bien qu'il devrait même pas jouer ce mondial-là. On a fait tout pour essayer de le redresser, essayer de le coller on va dire le joueur pour essayer d'honorer sa présence dans ce mondial-là. Mohamed Salah, il n'était pas à 100% de ses facultés. Ça, tout le monde le sait. Et en plus de ça, même l'équipe, elle est arrivée avec des joueurs pratiquement à la fin de leur... c'est des joueurs qui sont venus pour arrondir les fins de retraite, si j'ose les signifier ainsi. Quant à Ahmed Fathi, qui est pratiquement un vétéran, même on a eu, on va dire, le privilège d'avoir carrément le record du monde des joueurs le plus âgé dans cette Coupe du Monde et dans l'histoire du football. Issam El Hadri, le gardien, qui est devenu pratiquement, il a détrôné un certain, pour les gardiens, il a détrôné un certain Chilavert et Buffon, et pour les joueurs, il a détrôné un autre Africain qui s'appelle Roger Mila. Oui. Entre parenthèses, il serait... il a pratiquement signé, oui. Voilà, pratiquement signé au Paris Saint-Germain. Alors, on a fait le tour, en tout cas, de ces équipes. Franchement, si tu devais faire un petit classement de ces équipes-là, où, on le rappelle, malheureusement, aucune équipe s'est qualifiée pour le second tour. Est-ce que, pour toi, quelles sont les 2, voire 3 équipes qui sortent du lot, quand même? Personne. Le Nigeria sort pas du lot. Non, quand je dis personne, le Sénégal, ça veut dire, pour moi, je regarde le compteur. Ouais. Notre compteur, il est à 0. Tu vas me dire que le Maroc a produit des beaux jeux. Oui. Mais il est où? Ils sont à Casablanca. Quand tu me parles bah oui, je vois le football comme ça, moi. Ouais. Moi, je suis un petit peu, on va dire, rude, voire cruel, voire... Tu es pragmatique. Exactement. Quand tu vois, c'est vrai que le Nigeria, ils sont passés juste à côté. Le Sénégal aussi. Mais après, on est en train de voir les nations de football qui sont en train de jouer le deuxième tour, et dans ces deuxième tour, on trouve pas d'équipe africaine. Il faut revoir la note, il faut revoir notre travail notre politique et la gestion de notre football, commençant par la Confédération africaine. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour 2019. Ça se jouera où d'ailleurs? Au Cameroun. On connaît toutes les équipes qualifiées ou pas encore? Non, pas encore. Non. L'Algérie y est? Non, l'Algérie jouera le match de la Gambie. Il n'a plus de sélectionneur pour l'instant, hein. Oui, c'est ça. On parlait tout à l'heure quand je te dis la stabilité. Ce qui a rendu cette équipe d'Algérie là on la trouve actuellement. Majal a fait du mal à cette équipe quand même. Faut le dire. Dommage, hein. Majal pour moi c'est un accident dans le monde du football. Ouais. Déjà. Je parle de l'entraîneur, je parle pas des joueurs. Oui, bien sûr. Là, en tant qu'entraîneur. Exactement. Il s'est fâché avec la presse. C'est pas lui qui doit rendre les comptes aux Algériens. C'est les gens qui l'ont ramené pour le mettre à la tête de cette équipe. Les gens de la fédération. Mais exactement. Ouais. Tu sais très bien ce que je veux dire. Je pense que cette stabilité qui a manqué à l'équipe nationale d'Algérie depuis le mondial, depuis Alilozic, qui apparemment pourrait revenir, hein. Qui? Alilozic pourrait revenir. Oui, c'est ce qu'on dit, mais je pense pas qu'il va revenir lui-même, parce qu'il a beaucoup de mal à gérer son poste à la tête. Il a dit, même si tu gagnes l'équipe la Coupe du Monde en Algérie, tu seras critiqué. Donc ça, c'est Alilozic qui l'a dit. Mais pourquoi pas, je veux dire, mais parce qu'il connaît pratiquement une bonne partie de l'équipe. Je pense que il fallait laisser, pour moi, celui que je regrette vraiment, c'est Gourcuff. Gourcuff qui a fait un excellent travail. Exactement. Normalement, c'est un gestionnaire, et il allait mettre de l'ordre carrément dans le football, dans la DTN, et surtout dans la formation des entraîneurs, voire des sélectionneurs, pourquoi pas après. Mais on n'a pas été patient. Après, on a fait du bricolage avec Rajevac, avec les 15 et le Alcaraz, qui était pratiquement la plus grande connerie de l'équipe nationale d'Algérie. Donc voilà, il faut attendre la fin du mondial. Je pense que Monsieur Zetchi attend qu'il y a un poste qui se libère après le mondial pour voir. Et on parle aussi de Kéros, c'est lui le coach de l'Iran. Pour moi, c'est une bonne piste aussi. Mais bon, il faut prendre du temps. Il va falloir que ça se passe quand même, parce que là, oui, ça presse, parce que juste après, en mois de septembre, ils joueront la Gambie pour des éliminatoires. Tout à fait. Exactement. Bon, allez, dans un instant. C'est ce qu'on appelle le Libertad sur France Maghreb 2. C'est les gens qui nous appellent. On ne sait pas qui ils sont, ni ce qu'ils vont nous dire. Mais on parle de foot avec Nordine Salhi aujourd'hui. Et on parle de ce bilan. Un bilan un peu critique, forcément, parce que 0 sur 5, en parlant d'équipe africaine, arabe, maghrébine, présent au second tour. C'est une première depuis 82. C'est regrettable, parce qu'il y a quand même du beau jeu de proposé. Mais ça n'a pas suffi, évidemment, pour qu'il y en ait au moins une, voire deux, qui puissent se qualifier. Le Maroc avait quand même toutes ses chances, le Nigeria aussi, et alors le Sénégal, n'en parlons même pas.
Bref, il en a 0 et c'est dommage et regrettable. Dans un instant, pour finir, Libertad 01 40 33 9000 avec Nordine Sarhi qui est avec nous. Jeff, le grand forum avec Nordine Sarhi et avant de prendre les auditeurs et Libertad, Nordine, tu me soufflais un élément important en antenne que j'avais même pas remarqué. C'est le niveau des joueurs aussi qui jouent pour certains d'entre eux dans de grandes équipes et ça a son importance. Par exemple, dans l'équipe du Maroc, on a des joueurs qui jouent à la Juve, au Real de Madrid, au Barça et par exemple, le meilleur joueur du côté tunisien, il joue à Rennes. Oui, c'est ça. Donc et le rendement forcément n'est pas le même quand on joue à Rennes. Sans critiquer que ce soit la Rennes. Évidemment, les niveaux ils sont différents. Quand tu joues d'abord dans des grands clubs, la gestion de la pression, la gestion des matchs, le fait de se frotter avec les Ronaldo, les Messi, ça joue dans les grandes compétitions. Bah oui, bien sûr. Et quand tu joues, bien sûr, on va dire pourquoi tu joues à Rennes? Parce que tu as un niveau qui est de Rennes, pas plus. Si tu as un niveau plus, tu joueras à Manchester ou tu joueras à Chelsea. Ouais. Mais c'est pour cela que quand tu vois même les joueurs de chez nous, on prend le cas de Riyad Mahrez pour laisser le Maroc et la Tunisie de côté. Riyad Mahrez, c'est un des joueurs vraiment talentueux de son genre et de son époque du côté de l'Algérie. Mais tu vois très bien quand il joue avec l'équipe nationale d'Algérie que le niveau par rapport à lui et par rapport à d'autres joueurs, soit qu'on ramène du championnat algérien ou des joueurs qui vont essayer de s'enterrer dans le golf, il y a pas photo. Quand tu vois même la Tunisie actuellement, il y a 2-3 joueurs qui sont partis aller arrondir la fin de retraite en ramenant de l'argent du côté du golf. Moi ces joueurs-là, c'est bon, c'est niet, c'est laisser tomber l'équipe nationale parce que l'équipe nationale c'est un emblème, c'est une identité et il y a des gens qui pratiquement ils frôlent l'arrêt cardiaque en regardant les matchs et toi tu ramènes des bras cassés pour jouer et pour porter le maillot de l'équipe nationale. Libertad. Allô, bonsoir, qui est là? Bonsoir, c'est Jafar, ça a été coupé tout à l'heure, salam alaikum. Salut Jafar, tu nous appelles d'où Jafar? Comment tu vas? Moi je suis quelqu'un du 7-7, donc je suis de Moulin. Ouais, 77, ok. Qu'est-ce qui se passe Jafar, rapidement, parce que c'est Libertad. Parce que demain, je vous dis la vérité, je vais pas vous mentir, vous allez voir, demain c'est 2-1 pour la France. Très bien, on prend note. Merci Jafar. Demain vous appelez Jafar, vous me dites merci les gars. Ok, y a pas de problème Jafar, merci beaucoup. Ciao. Moi je me mouille un peu Nordine. Moi je te dis que ça va jouer au penalty. C'est possible. Avec un score qui restera pas vierge, qui sera de 1 partout. Mais ça se jouera au penalty pour la qualif de l'équipe de France que je vois passer demain. Allô, bonsoir. Salut, c'est Youssef. Youssef, qu'est-ce qu'il y a? La Tunisie, ils ont sauvé l'honneur. Hein. C'est la seule victoire d'une équipe nord-africaine. Bien. Oui. C'est bien. Demain, je te vois le pronostic. Je dis 2-1 Argentine. 2-1 Argentine. Très bien. Ouais. Merci Youssef. Ciao. Donc vous voyez, c'est partagé. Alors évidemment, on continue de voter sur Twitter @GF officiel, sur Facebook France Maghreb 2. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Prénom et ville d'appel. Salut. Comment vas-tu? Oui Ahmed, qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors je t'appelle simplement parce que tout à l'heure j'écoutais un petit peu les auditeurs et tout le monde disait le Maroc le pauvre, la Tunisie la pauvre, le Sénégal le pauvre, etc. Je suis désolé, je vais peut-être un petit peu choquer les uns et les autres. Mais c'est quand même des joueurs qui gagnent le double de ton salaire, de ce que toi tu gagnes en une année, eux ils le gagnent. Ah, c'est pas le double, hein, c'est le... Et je pense que quand on est à ce niveau-là, il faut arrêter de compter sur l'erreur de l'arbitre ou la malchance, etc. ou la chance pour gagner un match. Donc on gagne pas un match en refusant les buts des autres, on gagne un match en marquant des buts. Donc le jour où les joueurs ils marqueront des buts et plusieurs buts, parce qu'il vaut mieux en avoir plusieurs pour gagner un match, là on pourra parler. Mais pour l'instant, je pense que c'est pas correct de rechercher l'erreur d'un tel ou d'un tel pour vouloir gagner un match. Merci Ahmed, merci à beaucoup. Bon, je suppose que Nordine partage un peu ton avis. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, si on parle d'argent, l'argent, c'est les nerfs actuels dans le monde du football. Et tous les joueurs gagnent des sommes faramineuses. Moi, je suis là pour analyser un petit peu le rendement et le jeu produit par les uns et pour les autres quand on compare des équipes qui sont passées, mais ils gagnent pratiquement la même chose comme les joueurs marocains et tunisiens ou bien les joueurs d'Argentine ou les joueurs de Brésil, excepte un ou deux. On parle pas de Neymar, on parle pas de Messi, hein, mais sinon, je pense que les équipes ils sont arrivées là pas pour parler de leur salaire de fiche de paye, mais essayer au moins d'honorer et de représenter d'abord leur continent et leur pays, et c'est ce qu'on demandait d'eux. Hein.
Bon, eh bien, je pense qu'on a fait notre bilan en tout cas. Demain, équipe de France face à l'Argentine. On a un beau tableau de 8e de finale en tous les cas, avec quand même, je me pose la question moi sur les fameux 9 minutes de temps supplémentaire pour l'Allemagne alors qu'elle perdait. Ouais, C'est étrange. Voilà. Bon, elle a quand même perdu, cela dit. Elle a perdu. Voilà, elle a perdu. Là, ça commence fort déjà par les deux de 8e. Le premier, c'est la France. L'Argentine. On rappelle à 16h, mais à 20h, il y a un certain Uruguay-Portugal. Uruguay-Portugal, ça va être sympa aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme affiche? Le dimanche, on va avoir l'Espagne contre la Russie. Ça devrait passer, malgré il y a on va dire l'avantage de jouer à domicile pour les Russes, mais je pense que les Espagnols ont les atouts pour au moins s'en sortir dans ce match-là. La Croatie, le Danemark, là aussi, on va dire la Croatie, il est avantagé. Le Brésil, Mexique, attention, parce que c'est un football similaire qui se ressemble beaucoup, on va dire américain. Le Mexique est passé haut la main dans un groupe où c'était vraiment compliqué avec l'Allemagne, et il a sorti l'Allemagne pour classer deuxième dans son groupe. Il joue le Brésil. C'est vrai que ballottage, on va dire, du côté du Brésil, mais est-ce qu'il y aura enfin le réveil d'un certain Neymar pour faire la différence? La Belgique contre le Japon à 20h. Alors ça... ça c'est gagné d'avance. La Belgique, ils vont se balader, je pense. Ils vont se balader, oui. Le mardi 3, il y aura la Suède contre la Suisse. C'est un match équilibré. Oui, absolument. Et la Colombie à 20h qui va affronter l'Angleterre dans un match, je pense. Pas mal non plus, ça. Pas mal, ouais, voilà. Mais en fait, c'est la Belgique qui a le plus de chance dans ce 8e de finale là. Je pense, oui, la Belgique qui s'est classée premier. On avait parlé du premier dans ce groupe-là, le groupe de l'Angleterre et de la Belgique. Mais je pense que ça se corse juste après, parce qu'il a un parcours, s'il va jusqu'au bout, laborieux, je pense. Ouais. On aura en tout cas, d'en parler. Merci beaucoup Nordine, on a fait le bilan tranquillement avec les auditeurs, et à très vite. On va continuer de suivre l'équipe de France en espérant qu'elle aille le plus loin possible. Et ça passe par une victoire demain face à l'Argentine, demain à 16h. Bon match à tous, bon week-end. Allez les Bleus, merci Nordine, et à très vite. On se quitte nous, et je vous rappelle ce soir à 18h30 dans une petite demi-heure le retour de Samir Abstam pour l'émission Par l'Islam. Ce soir, le très grand Youssef Hadj Ismail pour son émission. On va parler de Malouf tunisien ce soir dans son émission Garde à partie à partir de 22h. Passez un excellent week-end. Rendez-vous lundi 16h pour le LGF. Salut tout le monde. Marine Garel pour le Flash. Bonsoir. Bonsoir à tous. L'objectif n'est pas d'emmerder le monde. Déclaration du Premier ministre en région parisienne aujourd'hui. Édouard Philippe est revenu sur la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Une mesure qui entrera en vigueur dimanche. L'objectif est de faire en sorte qu'il y ait moins de morts et moins de blessés graves sur les routes, a expliqué le chef du gouvernement. Nous n'avons pas les mots. Le Capital Gazette, c'est le journal américain du Maryland, qui a été la cible d'une fusillade qui a fait 5 morts hier soir. Sort aujourd'hui une édition spéciale pour rendre hommage à ces journalistes tués. L'heure 1, 5 personnes abattues au Capitole. L'assaillant a lui été arrêté. La police n'a pas officiellement révélé son identité, mais on sait qu'il s'agit d'un homme de 38 ans qui avait porté plainte en 2012 contre le journal pour diffamation. La consommation des ménages a rebondi en mai de 0,9%, notamment grâce à la hausse des achats en biens alimentaires, selon l'INSEE. Pour les premiers départs en vacances le week-end des 6, 7 et 8 juillet, 1 million de voyageurs vont monter dans des TGV selon les calculs de la SNCF. Et ce, malgré l'appel à la grève de la CGT et de Sudrail. C'est légèrement supérieur à l'an dernier, précise l'entreprise. Alors qu'ils doivent faire leur entrée au Panthéon dimanche, les cercueils de Simone Veil et de son mari sont exposés aujourd'hui au mémorial de la Shoah à Paris. Il est possible de se recueillir devant. En France, c'est une première. L'Assemblée nationale est depuis ce matin aux couleurs arc-en-ciel LGBT. Une initiative prise par son président François de Rugy à l'occasion de la marche des fiertés qui se tient demain à Paris. Pas de match aujourd'hui en Russie pour le mondial. Les joueurs font une pause avant d'attaquer les 8e de finale de la compétition à partir de demain. L'équipe de France affrontera l'Argentine à 16h, l'Argentine de Messi, et ce sera sans le latéral gauche Benjamin Mendy. Il est forfait en raison d'un problème musculaire. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.